À l'heure où sort cette vidéo, nous sommes le 4 juillet, et les Américains s'apprêtent à faire la fête, à aller à des parades et tirer des feux d'artifice pour fêter le jour de l'indépendance. Mais qu'est-ce que c'est, le jour de l'indépendance? Car les États-Unis ne sont pas officiellement devenus indépendants un 4 juillet. Par ailleurs, la guerre pour l'indépendance ne s'est pas terminée un 4 juillet, et la révolution en général non plus. Ah oui, parce qu'il faut le préciser, la révolution américaine et la guerre pour l'indépendance ne sont pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, pourquoi les Américains ont-ils connu une révolution? Bref, vous m'avez compris, la révolution américaine est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Et vous savez quoi? Vous aurez tout compris à la fin de cette vidéo. Commençons par contextualiser la situation. Au XVIIIe siècle, l'Empire britannique possède 13 colonies en Amérique du Nord, situées à l'est du territoire, dont les noms ne vous sont bien sûr pas inconnus, puisque la plupart sont devenus plus tard des États. Elles réunissaient plein d'ethnies différentes, avec évidemment une dominance britannique, mais aussi des Français, des Allemands, des Hollandais, etc. Et ils sont de plus en plus nombreux, ce qui explique que des tensions peuvent se créer. Nous allons commencer notre histoire en 1763, à la fin de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, on l'appelle souvent la vraie première guerre mondiale, parce que beaucoup de nations y ont participé. Mais si on se concentre sur le territoire nord-américain, parce que bon, c'est un peu le but de la chaîne, la guerre opposait les colons anglais aux colons français, qui eux occupaient la partie centrale du territoire et le nord. Donc finalement, les Français ont dû céder une partie de leurs terres aux Anglais, et l'autre partie à l'Espagne. Les Espagnols, quant à eux, ont dû céder la Floride. Ils ne sont pas totalement perdants néanmoins, puisque les Français ont en échange récupéré Saint-Pierre-et-Miquelon, et les Espagnols ont pu en plus avoir Cuba et les Philippines. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sympa. Mais il y a un peuple que l'on oublie un peu dans cette histoire, c'est les Amérindiens. Ils ont pour la plupart soutenu les Français pendant cette guerre, et beaucoup n'ont pas accepté que leur territoire soit envahi par les Anglais, qui étaient bien plus nombreux, et un petit peu moins respectueux, ce qui a mené à quelques violentes batailles après la guerre de 7 ans. L'Angleterre crée alors la Proclamation Line, un genre de frontière qui empêche aux colons de s'étendre vers les terres amérindiennes. Les Anglais ne sont donc pas totalement gagnants, puisqu'ils ne pouvaient même pas coloniser les terres qu'ils venaient de récupérer. Notez ça, c'est important pour la suite. Ce qu'il y a donc à retenir de cette guerre, c'est qu'elle a coûté plusieurs millions de livres aux Britanniques, et qu'en plus, elle n'a presque servi à rien puisqu'ils ne peuvent même pas profiter des terres qu'ils venaient de gagner. La Grande-Bretagne ressort alors assez faible de ce conflit. Ainsi, pour renflouer les comptes, ils décident d'augmenter les taxes sur les produits importés dans les colonies, comme le sucre par exemple. Ils instaurent aussi le Stamp Act, consistant à imposer des timbres payants sur chaque papier imprimé, c'est-à-dire sur tous les journaux, sur toutes les lettres ou encore même sur les cartes de jeu, et vous vous doutez bien que cela n'a pas plu à certains. Le Stamp Act a donc été annulé après de multiples protestations. Mais le prix des taxes n'était pas ce qui embêtait le plus les colons. Ils en payaient déjà beaucoup avant, donc contrairement à ce que l'on a tendance à croire, le problème n'était pas vraiment qu'ils n'avaient pas envie de payer. En fait, ils étaient plutôt embêtés par le fait qu'il n'ait aucune représentation au Parlement anglais, donc ils n'avaient pas leur mot à dire sur ces décisions, d'où la célèbre phrase « No taxation without representation », donc pas de taxation sans représentation, en gros, vous avez compris. Ils n'avaient simplement pas envie de payer des taxes à un roi qui se trouvait à 5000 km de chez eux, et par qui ils ne sont même pas représentés. En plus de tout ça, ils avaient du mal à accepter la Proclamation Line, puisque eux aimeraient pouvoir coloniser les terres qu'ils avaient gagnées. Mais encore une fois, c'est le roi qui leur en interdit. C'est donc là le début d'une révolte des colons contre les Anglais. Il arrive qu'il y ait des émeutes. Par conséquent, le roi envoie des soldats par milliers pour faire régner l'ordre. Imaginez bien que les colons étaient pas très heureux de voir leur ville remplie de soldats. Le 5 mars 1770, à Boston, une émeute démarre entre les colons et les tuniques rouges. Les tuniques rouges, c'est comme ça qu'on appelait des soldats. Durant laquelle 5 personnes sont mortes et des soldats sont blessés. Ce jour est connu comme le massacre de Boston. Elle a fait le tour des colonies assez rapidement en tant que propagande anti-Grande-Bretagne dans certains journaux.
ce qui fait réagir un peu tout le monde. Ainsi, toutes ces taxes sont annulées, à l'exception d'une, la taxe sur l'importation du thé. En vrai, cette taxe n'était pas si terrible, puisqu'elle a même permis une baisse du prix du thé. Mais vous voyez, c'est par principe en fait, on ne touche pas au thé. Du coup, le 16 décembre 1773, des colons, déguisés en indiens, se faisant appeler les fils de la liberté, jettent l'équivalent de plusieurs millions de dollars de thé à la mer pour protester contre ces taxes. On se souvient de ce jour comme la Boston Tea Party. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que ce nom a été repris par les républicains très conservateurs aujourd'hui. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Et alors, qu'ont répondu les Anglais à ça? Bah en fait, l'inverse que ce qui était attendu. Ils ont passé une série de lois appelées par les colons les actes intolérables. En plus, Boston s'est rempli de soldats petit à petit. Et donc, qu'ont répondu les colonies à ça? La plupart ont ordonné à leurs colons de désobéir les lois, ne pas payer les taxes ou encore de se préparer à la guerre, carrément. Je passe bien sûr beaucoup de détails, mais il faut en fait savoir, en gros, que pendant plusieurs années, beaucoup se sont alors rebellés contre le gouvernement britannique, ce qui a eu comme conséquence de créer une certaine identité américaine. En septembre 1774, un congrès a même réuni 12 des 13 colonies pour discuter du boycott de ces lois. Un peu comme un gouvernement, en fait. Et c'est ça qui est important. Dans ces protestations, un gouvernement américain est en train de se créer petit à petit. Le Congrès n'est cependant pas un appel à l'indépendance. Ils veulent seulement la paix et un peu plus d'autonomie. Pourtant, partout, les gens se préparent au combat. Des milices se créent. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais retenez bien le terme milice. Ça pourra vous être utile pour plus tard. Et donc, je disais, dans ces milices, on trouve des volontaires pour combattre les Anglais pour protéger les colonies. Le 19 avril 1775, plusieurs centaines de soldats britanniques se dirigent vers Concord et Lexington pour arrêter les chefs des rebelles. Mais les milices sont au courant, l'information se répand. Les rebelles attendaient donc, avec leurs fusils, des centaines de tuniques rouges. Ils se sont rencontrés, ils ont attendu, puis ça a tiré. Et c'est à ce moment précis que la guerre pour l'indépendance débute. Un certain George Washington, héros de la guerre de 7 ans, est désigné à la tête de l'armée continentale qui a été créée pour l'occasion. Pendant 1 an, ils ont combattu dans des grandes villes notamment comme Boston et New York, et les Anglais ont débarqué dans des centaines de bateaux avec des canons. À noter bien sûr que tous les colons n'étaient pas forcément pour l'indépendance, et beaucoup sont restés loyaux à la Grande-Bretagne. Le 2 juillet 1776, 50 délégués se réunissent à Philadelphie. Parmi eux, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et John Adams. Je ne vais pas vous faire leur biographie, mais je suis sûr que leurs noms vous disent quelque chose. Ils discutent alors de l'indépendance américaine. C'est pas nouveau ça en fait, ça fait 1 an qu'ils en parlent. Beaucoup pensent qu'ils n'ont aucune chance et n'y sont pas du tout favorables. Faut arrêter de croire que tout le monde voulait l'indépendance américaine. Mais, néanmoins, certains sont convaincus par le sujet. Et finalement, le 4 juillet 1776, on y arrive enfin. Ces délégués signent un document qui va changer l'histoire. La Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, rédigée en partie par Thomas Jefferson. Elle est devenue célèbre et prône la liberté, l'égalité et la recherche du bonheur, avec des belles phrases comme « Il est tenu comme évident que tous les hommes sont créés égaux ». Je rajouterai quand même que Jefferson possédait des esclaves noirs et que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et que tous les délégués étaient des hommes riches et blancs. Mais bon, disons que c'est un beau texte qui inspira beaucoup de monde. Genre la France, par exemple, un peu plus tard. Et puis, même si on ne peut pas dire que tout le monde était effectivement considéré comme égal, les choses ont beaucoup avancé après la Révolution. Il y avait de moins en moins d'esclaves, et surtout, on retrouvait bien moins la notion de classe qu'avant. Les hommes n'avaient pas de destin prédéfini selon la classe dans laquelle ils étaient nés, théoriquement en tout cas. N'oublions donc pas qu'on est en pleine période des Lumières, ce texte était très philosophique et proposait des idées nouvelles, en plus bien sûr de se proclamer indépendant. Mais ils ne sont pas indépendants pour autant, et c'est pour cela qu'il faut bien distinguer la Révolution et la guerre de l'indépendance. La Révolution, c'est un tas d'actes politiques qui mènent à ce jour à l'indépendance américaine. Mais il ne suffit pas de se déclarer indépendant pour l'être. La guerre pour l'indépendance est donc la guerre qui a permis cette émancipation. Maintenant,
Passons justement assez rapidement sur les détails de guerre. La stratégie des Anglais était d'occuper les villes pour obliger les colons de se rendre, ce qui n'était pas difficile puisqu'ils étaient largement plus nombreux. Le 12 juillet, on compte 400 bateaux anglais sur New York pour un total de 32 000 soldats. Ils tirent 2500 coups de canon en 1 heure. Le 20 septembre, New York brûle et beaucoup de rebelles sont mis en prison dans les cales des bateaux. 12 000 en sont morts, d'ailleurs il y a un mémorial à Brooklyn si ça vous intéresse. Les rebelles perdent beaucoup d'hommes, les Anglais sont contents. Mais du coup, les rebelles adoptent de nouvelles techniques. Ils n'attaquent plus directement, mais utilisent la guérilla en se cachant dans les bois et en attaquant par surprise. Merci les Indiens, c'est eux qui l'auront appris. En plus, ils ont de nouvelles armes comme la baïonnette. Youpi, ils ont dû bien s'amuser. Mais c'est pas fini pour autant, les Britanniques sont largement dominants. Il ne faut pas oublier que là, on assiste à une guerre avec 5000 colons d'un côté et 50 000 soldats de l'autre, sans compter les Allemands qui accompagnent les Anglais et bien sûr les loyalistes. En plus, les colons ne vivent pas dans des superbes conditions. Il fait froid, ils n'ont pas toujours de chaussures, ils ont faim, certains chopent des maladies comme la variole, imaginez l'ambiance. Et bien sûr, beaucoup sont morts de ça. Et c'est là qu'intervient officiellement la France. Eh ouais les gars. Bah ouais, il faut une occasion de taper sur les Anglais, ils vont pas la manquer. Faut pas oublier qu'ils se sont fait laminer 15 ans avant. En plus, les Anglais sont des concurrents dans le commerce de l'import-export, donc ils voient une bonne occasion de les remplacer. Ils peuvent alors combattre sur mer, ce qui apporte une autre dimension à cette guerre. En plus, bien sûr, des milliers de soldats français combattant aux côtés de George Washington, mené par le comte de Rochambeau ou encore le marquis de Lafayette que vous connaissez sûrement. Et croyez-moi, cette aide est considérable. Les Anglais rigolaient beaucoup moins. C'est à Yorktown, en Virginie, à l'un des sièges les plus importants de l'armée britannique, que se déroule la dernière bataille de cette guerre en 1781. Elle dura 21 jours, jusqu'à ce que les Anglais capitulent. Encore une fois, il faut tout de même noter que cela n'aurait pas été possible sans les Français, qui étaient au nombre de 10 000, sans compter les bateaux qui ont permis de bloquer le port. La guerre étant très impopulaire en Grande-Bretagne et coûtant bien trop cher, ils en ont marre et décident de se rendre. En 1783, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis, après 6 ans de lutte et la mort de plus de 50 000 personnes. Ils cèdent alors leur territoire aux Américains, en conservant le Canada et en rendant la Floride à l'Espagne, ce qui mena à d'autres histoires. Les Français ont quant à eux reçu la reconnaissance éternelle de l'Amérique. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Par ailleurs, puisque l'on parle de la France, vous savez ce qu'il va se passer quelques années plus tard, et ce n'est pas un hasard. La Révolution française est bien sûr très inspirée de l'indépendance américaine. Pour l'anecdote, les colons avaient introduit leur nouveau drapeau en 1777, un peu après la déclaration de l'indépendance, avec 13 bandes représentant les 13 États et 13 étoiles. Ils ajouteront des étoiles au fur et à mesure que les États entrent dans l'Union, le dernier datant de 1960 avec 50 étoiles. Sachez qu'une 51e étoile devrait bientôt arriver après l'adhésion de Puerto Rico. En 1787, après des mois de débats, la Constitution américaine est signée à Philadelphie, commençant par la célèbre phrase « Nous le peuple », symbole de la démocratie américaine. C'est discutable évidemment, mais là n'est pas le sujet. Ce texte a changé l'histoire et il s'agit aujourd'hui d'une des plus anciennes constitutions qui soit encore en vigueur. Encore une fois, les Français s'en sont évidemment inspirés lors de la Révolution. Le 30 avril 1789, George Washington devient le premier président des États-Unis d'Amérique. En 1790, la capitale des États-Unis est créée en Virginie et porte, comme vous le savez, le nom du premier président, Washington, où sera construite 2 ans plus tard la fameuse Maison Blanche pour loger le président. Le 4 juillet est donc devenu la fête nationale aux États-Unis, l'Independence Day, en raison de la déclaration de l'indépendance qui a été signée ce jour-ci, bien qu'elle ne fût complètement signée en août. Mais bon, on va pas discuter. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais tout de même revenir sur la Constitution. Un peu comme la déclaration de l'indépendance, les 10 premiers amendements concernent les droits de l'homme et les libertés individuelles. Après tout, c'était un peu le but de l'indépendance. Le premier amendement concerne la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui risque d'ailleurs, entre parenthèses, d'être en danger si Donald Trump arrive à la Maison Blanche, comme j'ai pu vous en parler dans ma précédente vidéo. Puis vient le second amendement. Ah, le second amendement. Vous savez quoi? Je vais vous lire la traduction. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Ça a été écrit en 1787. Aujourd'hui, en 2016, on en débat encore tous les jours. On en discute le mois prochain? Allez, à la prochaine!